L'art est une arme. Quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh. Yeah. Ça représente la vie, comme la lumière qui sort de l'obscurité. Pourquoi est-ce qu'on baise, qu'on mange, qu'on pisse? Parce que c'est instinctif. C'est en nous, ça sort de nous. On est tellement abrutis par les images qui nous agressent qu'il faut vraiment quelque chose d'absurde pour nous pousser à réagir comme ça. On ne demande pas l'espace, on le prend. Le graphe transcende toutes les frontières. Il attire des mômes de tous horizons, de toutes origines ethniques et de tous milieux sociaux. C'est le plus grand mouvement artistique que le monde ait connu. Plus même que la Renaissance, tellement ça concerne de gens. C'est une erreur de dire qu'il est né à New York. Il est né à Philadelphie. Pour moi, le pionnier, c'est Cornbread. Je suis le premier graffiti artiste du monde. Ça a commencé ici à Philadelphie et puis ça s'est répandu en Europe, au Japon, en Afrique, partout. Mais tous les chemins mènent à moi. Ici, il y avait une compagnie d'électricité avant. C'est le premier mur sur lequel j'ai écrit. On m'a donné ce surnom en maison de redressement parce que j'arrêtais pas de réclamer du cornbread, du pain de maïs. Tous les jours, je harcelais les cuistots et tous les jours, ils m'envoyaient balader. Cornbread, ça sonnait bien. Alors je l'ai fait broder sur ma chemise et j'ai commencé à l'écrire sur tous les murs. Dans tout l'établissement, on parlait que de mon nom. Alors je me suis dit, si on en parle ici, on en parlera dans les rues. Et c'est ce qui s'est passé. Plus on en parlait, plus je l'écrivais. Plus on en parlait, plus je l'écrivais. New York is rapidly becoming known as the graffiti capital of the country, a title Philadelphia has held for years. The numbers you see after the names refer to the youngster's street or building or school in an otherwise huge and anonymous city. Donnez un crayon à un enfant et tout naturellement il écrira sur le mur. Le graffiti est né en même temps que la conscience. Depuis toujours, l'homme s'est exprimé sur les murs, partout où il vivait. Les dessins dans les grottes racontent une histoire. Les graffitis, c'est pareil. Alexandre le Grand a écrit sur les pyramides d'Égypte. On a retrouvé des traces très anciennes de voyageurs qui laissent leurs marques là où ils passent. Quand je pense aux Romains, aux croisés et à tous ces gens, c'était pas une forme d'art vivant, mais plus une façon de dire « Tony est venu ici »,« Anticus est venu ici ». À travers l'histoire, on trouve des exemples innombrables de gens qui disent qui ils étaient, où ils étaient. C'est ici que ma carrière de graffeur a débuté, en 1972. C'est ici que j'ai écrit mon premier tag King 13 avec un petit marqueur. Je suis allé jusqu'au magasin là-bas, ici. Et je devais pas être plus grand que ça. J'étais en train d'écrire mon nom, quand tout d'un coup, je sens derrière moi, je me retourne et je vois trois enfoirés. Des vrais Kaira qui me font une proposition difficile à refuser. Entrer dans le gang ou me prendre une branlée. Je leur ai dit, eh merde, je suis avec vous. En 1977, j'étais avec deux potes quand une bande d'enfoirés déboule. L'un d'eux se pointe vers moi et me braque avec un pistolet. Les mecs, changez de gang ou vous êtes morts. C'était hors de question. On lui a fait, on t'emmerde.
J'ai agrippé son arme comme ça, et il m'a tiré dessus. Alors j'ai pris mon flingue et je lui ai explosé le genou. Boum. J'ai été arrêté et condamné pour violence. Mon père est jamais venu me voir. Aucun de mes potes non plus. Aucun. Mais un jour, mon frère est arrivé avec un bloc de feuilles et des marqueurs. Et c'est comme ça que je suis devenu T-Kid. C'est une forme d'art fondée sur les lettres. C'est comme le jazz. Les musiciens sont partis du jazz classique et l'ont déconstruit en introduisant le bebop et d'autres formes. On a fait pareil avec les lettres. On a étiré les lettres de l'alphabet. On prend un P, comme ici, on l'allonge, on le distend. On lui donne du style, quoi. Comme pour tout le reste. On supprime pas le principe de la lettre, mais la lettre elle-même. L'idée, c'est de prendre son nom, c'est-à-dire son identité, et de le grossir. P-O-S-E-T-W-O, pose to. C'est le premier train que j'ai tagué, j'avais à peine 16 ans. Le jour où j'ai vu mon nom sur ce train, avec tous les gens qui montaient et descendaient, j'ai su que je pourrais pas m'arrêter. Ma mère n'appréciait pas que je fasse le mur pour aller traîner dehors. Il n'y avait pas moyen de m'en empêcher. Je sautais par la fenêtre et quand je tentais de rentrer discrètement, elle me collait une raclée. Je détestais ça quand sa main jaillissait du noir. Je rentrais tout doucement et... On me répétait, une fille, ça ne peint pas des graffitis, ça ne va pas traîner dans le métro. Mais je les ai fait taire. Depuis le début des années 70, ni les politiciens, ni les législateurs ne savent quoi faire des gamins qui écrivent partout. Et comme ils n'ont pas vraiment trouvé de moyens intelligents pour régler la question, ils en ont fait un délit. On modifie le comportement des gens dès lors qu'on applique la loi. On améliore la qualité de vie. Quelle qualité de vie, la mienne. 42e rue, c'est tout joli, tout beau. Chez moi, dans le Bronx, la chaussée est complètement défoncée. L'avant de ma voiture est tout cabossé. C'est ça, la qualité de vie? Si vous voulez parler des problèmes graves, parlons des écoles ou de la structure familiale. Le genre de truc qu'on ne peut pas faire disparaître à coups de sableuse. Ça, c'est bien plus difficile à régler avec des lois et à faire admettre aux gens. C'est plus simple de montrer quelqu'un du doigt en disant « Votez pour moi et je vous débarrasserai de ces voyous. On réparera le verre brisé et il n'y aura plus de crime. » Connerie. Je m'appelle Blake Laura, je suis artiste graffitiste. J'ai commencé au début des années 80, 81 exactement. La première fois que je suis descendu dans la rue, j'ai voulu faire une Pieces américain. Tu vois, j'ai voulu graffiter comme ce que j'avais vu à New York. En faisant le Pieces, je me suis dit non, il faut pas que je fasse ça. C'est pas possible parce que dans l'environnement parisien, dans l'architecture, ça ne ressemble pas à l'Amérique. Mes premiers graffitis, c'était des rats et je les faisais courir le long des murs parce que le rat est le seul animal libre dans la ville. Mon but, c'était de couvrir Paris de rats. Et ce château a été construit vers le Xe siècle et complètement abandonné depuis à peu près 50 ans. J'aime beaucoup travailler sur la mémoire des lieux. Chaque lieu dans le monde garde la trace de ce qui s'est passé avant. Et quand j'arrive dans un lieu, je ressens profondément ce qui s'est passé autrefois, tu vois. Comme si j'avais un rapport avec le surnaturel, tu vois, avec le passé, les choses. Le premier pochoir qui a été fait au monde, c'est la main dans les cavernes, les premiers hommes.
ils mélangeaient de la peinture, des pigments avec de l'eau, qu'ils mettaient dans leur bouche et Est-ce que ça vous dérange si je colle une affiche ici? Dans ma jeunesse, il n'y avait presque pas de sans-abri. Hein? Aujourd'hui, il y a énormément de sans-abri. Je travaille sur la misère, le paupérisme en France, directement à Paris. L'art doit servir à une cause, à mon avis. L'art doit... Pas une cause de militantisme politique, mais des causes sociales. Entre 84 et 90, ça a été une explosion sur Paris, le graffiti. C'est-à-dire qu'à la rigueur, les gens n'ont pas compris ce qui leur arrivait. On venait tous de banlieue pour déchirer Paris. On nous a abandonnés dans les cités, on nous a menti depuis qu'on est tout petit. Et on s'est foutu de notre gueule, quoi. Il y a une mentalité ici, ancienne, française, qui n'a pas bougé. On nous juge toujours mal. Que ce soit dans le boulot, que ce soit dans notre apparence, notre style vestimentaire. C'est un pays raciste, voilà. Ici, on voit que des Arabes et des Noirs dans les cités. Et si vous allez à Paris, on verra que des Français, tout. C'est un ras-le-bol et un vrai ras-le-bol. Le graffiti, c'est un moyen de s'exprimer. Et les jeunes, ils n'ont pas souvent la parole ici. Ils n'ont pas souvent jamais la parole. Ouais. Je tag, donc je suis. Voilà, je tag, donc je suis. À chaque nom correspond un individu. M, I, C, K, E, Y. C'est Mickey. J'ai commencé quand j'étais encore une petite fille. Je griffonnais des noms. On n'évolue que par la pratique. Je parlais pas beaucoup, mais je peignais et j'écrivais tout le temps. Mon art est centré sur l'œil. Les yeux observent le monde de la même façon que les extraterrestres. Eux aussi observent, mais les yeux le font avec plus de sérieux. Ils vérifient si les choses vont bien ou pas. Je suis institutrice en CP et CE1 en Hollande. J'ai longtemps essayé de séparer mes deux activités. Je voulais pas qu'on sache que je faisais du graffiti. Mais aujourd'hui, je m'en fiche. Les tout petits sont purs. Ils possèdent quelque chose que beaucoup d'adultes ont perdu. Le besoin de jouer. Pour moi, le graffiti est un jeu. Cet immeuble fait 28 mètres de haut. Ça a été le graffiti le plus haut du monde, ce qui nous a valu d'entrer dans le Guinness des records. Ça ne rime à rien de se battre contre la police à coups de graffes sauvages. Il y a mieux à faire. Ça, par exemple, c'est une façon intelligente de montrer aux gamins qu'au début, on peut s'amuser à taguer, mais au bout de 6 mois, on finit par se dire « Et maintenant, je fais quoi ?» Peindre sur une toile, par exemple, pour ceux qui pensent que le graphe est peut-être leur avenir. Je suis réellement devenu graffeur quand je suis parti en Irak. C'est là que ça a vraiment pris de l'ampleur. J'ai continué en Palestine, puis à mon retour en Angleterre. Je peux pas m'arrêter. Si on me reconnaît, la police m'arrêtera pour vandalisme. Et pour quelqu'un comme moi, ça voudrait dire une longue peine de prison. L'opération Big Picture consiste à prendre des photos des graffitis
Annoter les endroits où ils sont, depuis combien de temps, pour ficher la trouille aux taggers. On veut qu'ils se demandent « Est-ce qu'on me surveille? Si je tag, est-ce que la police va me sauter dessus ?» Il paraît qu'on est une des villes d'Europe où il y a le plus de caméras de surveillance. Il y a un truc que je pige pas. On est censé être dans un espace public, mais la présence d'une caméra le privatise immédiatement. Du coup, je sais plus où se trouve l'espace public. Est-ce que c'est pas tout ça? L'endroit où on est censé avoir le droit de s'exprimer? On a dû faire en sorte que notre travail soit invisible pour les autorités. Or, les choses que les autorités ne voient pas sont celles qu'elles installent elles-mêmes. On s'est donc rendu invisible. De cette manière, on peut faire ce qu'on veut en plein jour. On pourrait travailler sous le nez de la brigade anti-graffiti sans qu'elle s'en rende compte. Taguer un objet public sans le sortir de son contexte permet de s'exprimer librement. Prétendre que dans notre société, les taggers devraient avoir le privilège de se moquer de la législation, c'est une attaque contre l'état de droit. La sanction pour graffiti illégal peut aller d'une simple amende à une peine de prison de 2 à 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La loi, c'est la loi. Ça m'amuse parce que l'Allemagne me donne envie de gerber. La situation sociale actuelle est merdique avec la réforme Hartz IV. L'Allemagne me tape sur les nerfs. Tout le monde se déteste et cherche à s'entuber. Je peins CBK. C'est moi, c'est toute ma famille. C'est ma vie. Pour moi, c'est un honneur. Ce sont les 3 lettres sacrées que j'ai reçues en cadeau à l'âge de 12 ans. Celles que je défendrai jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est un engagement à vie. Un pacte éternel avec mes amis. Chacun est responsable vis-à-vis du groupe. Faire de la prison sans avoir commis de véritable délit, parce qu'en fait, ma seule faute a été de faire des graphes, ça peut te détruire. Détruire ta vie, celle de ta famille et de ton entourage. On a commencé à graffer il y a 1 an. Ça a été une révélation. Les gens croient qu'ils n'ont affaire qu'à une seule personne, mais on est 2. Faire des graffitis, ça aide à se connaître soi-même. À savoir si on ressent un vide, si on manque d'amour, de tendresse. Ça en dit long, un graphe. C'est ma thérapie. Je me considère comme un peintre. Et je peins dans la rue. Pourquoi faudrait-il aller dans un musée pour voir de l'art? Un art qui n'est peut-être pas accessible à tout le monde. L'air libre, c'est mieux, non? On a la lune, le soleil, la vie. Si ça ne tenait qu'à moi, vous pourriez peindre tout le mur. Elle était horrible, cette façade, avant. En la peignant, ils nous ont redonné vie à cette petite rue. Elle est plus jolie maintenant.
Cette liberté qu'ont eu les artistes ici, et qu'on a encore, c'est peut-être ce qui a fait que nos graffitis sont très différents. Il y avait pas mal d'endroits où on pouvait se lâcher. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plus de graphes ici que dans d'autres villes. J'ai commencé à l'âge de 15 ou 16 ans. Je faisais des tags. J'ai commencé par écrire le mot pez, mais un personnage, c'est plus frappant que juste des lettres. J'en avais marre d'écrire mon nom. Et puis dans la rue, on peut dire des trucs. C'est un espace public, c'est fait pour qu'on s'exprime. Un jour, tu te dis que c'est absurde de graffer chaque coin de rue. Il faut évoluer, ne pas rester figé. Ce que je veux, c'est que quand des gens qui évoluent pas dans notre milieu regardent mes graphes, ils pigent quelque chose. Que le langage soit pas codifié, au point qu'on soit les seuls à pouvoir capter. Je veux que ça touche d'autres publics. Il y a un proverbe en afrikaans qui dit ce qui veut dire « Seuls les idiots écrivent leur nom sur les murs ». Dans les années 80, le graffiti était un outil politique, une arme de guérilla. C'est seulement au début des années 90 qu'on a commencé à écrire notre nom. Jamais on n'aurait pensé que c'était la raison d'être d'un graffiti. On écrivait « Arrêtez la violence »,« Paix »,« Libérez Mandela ». Si on se faisait prendre, on était considéré comme un criminel politique. On risquait d'être emprisonné sans procès ni audience, sans que les parents ne soient prévenus, indéfiniment. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness. Dans les années 1980, les métis ont été très influencés par le hip-hop, plus que les noirs, les blancs et les autres groupes ethniques. Je suis un métis. Beaucoup ne comprennent pas qu'on parle de noirs, de métis et de blancs. Les métis n'ont pas leur propre culture, parce qu'ils sont pris entre deux feux dans la guerre raciale. Ils sont ni blancs ni noirs. Ils aspirent à se raccrocher à quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont adopté cette culture dans son ensemble. L'art, la musique et la connaissance de soi. Ici, c'est un township noir. Le graffiti est un sport de luxe. C'est le cadet des soucis des gens qui vivent dans cet environnement. Être artiste, c'est un rêve. Est-ce qu'on achète des choses vraiment nécessaires pour l'école, des livres ou une bombe de peinture?
Le graffiti, ce n'est pas une forme d'expression, c'est ma vie. Ça me rend plus conscient des choses sur le plan social et politique. Vous avez déjà vu ce genre de peinture? Non, non. Et alors? J'aime bien. C'est magnifique. Ça vous plaît? Ouais! Le Cap a du talent, l'Afrique du Sud aussi, saccage en tout. À chaque sortie, on a peur. Sao Paulo, ça fait peur. Je tremble. À Sao Paulo, c'est le chaos. La folie des klaxons. C'est une ville unique. Le pays est parfait. Le problème, c'est les gens. C'est un des rares endroits au monde où le phénomène est encore nouveau. Ça commence à peine. Ce qui s'est produit à New York dans les années 70, ça arrive chez nous. Mais on est en train de créer un style purement brésilien. Tout va très vite ici. La ville, c'est comme un dragon, comme une machine qui dévore tout peu à peu. On est les jumeaux de Sao Paulo, du quartier du Cambuci. On est graffeurs. Mais on travaille aussi pour des galeries. Quand on peint, on ne fait qu'un. Ça s'explique pas. Je peux être en Indonésie et lui à Bahia, peu importe. Ce sont les jumeaux qui s'expriment. Au début, on a voulu s'ancrer dans la culture hip-hop. Jusqu'au jour où on a compris que c'était pas notre truc. Alors on s'est mis à chercher une source d'inspiration plus brésilienne. Nos personnages symbolisent le chaos de la ville. Ils sont un mélange de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on sent, 24 heures sur 24. Bonjour. Ça va? Vous pouvez nous donner un coup de main? On est en train de repeindre le mur. Qu'est-ce que vous faites? Un truc artistique. Vous avez une autorisation? La dernière fois, oui, on a déjà bossé ici. Regardez, on a peint un animal. On se bat pour la préservation de la nature, tout ça. À Sao Paulo, il y a des tas d'autres trucs dont la police devrait s'occuper. Il se passe beaucoup de choses graves ici. Vraiment beaucoup. Les graffitis à côté, c'est de la rigolade. Ce qui différencie les tags de Sao Paulo du reste du monde, c'est la pichação. La manière de dessiner les lettres. C'est un style qui est né et qui s'est développé ici. Il est indissociable de l'architecture de la ville, de ce que subissent les habitants. C'est dur de survivre ici, super dur. Sao Paulo, c'est ça. Un truc bien droit, avec un peu de mouvement en hauteur, à l'image de l'architecture. Les immeubles sont toujours super hauts, super verticaux, et au sommet, il y a une rupture de style. Pourquoi ils font ça? Par pur vandalisme. Ils vont tout recouvrir avec leur gribouillage. Et il n'y a qu'eux qui comprennent ce qui est écrit. C'est moche, point barre. Vous repeignez à chaque fois? À chaque fois, tant mieux, j'adore ça. Ce qui est moche, ce sont les affiches politiques, les panneaux publicitaires ridicules. Les mecs friqués nous balancent leurs pubs géantes avec des types en slip. C'est ça qui craint, ces trucs grotesques faits pour vendre. Le pichador, lui, il a rien à vendre. Il montre seulement qu'il existe, c'est tout. C'est le bout du monde, la fin de la carte, la zone sud.
Si le Brésil, c'est le tiers-monde, ici, mec, c'est le 5e monde. On est à Sao Paulo, qui est en Amérique, qui est sur la planète Terre, qui est... À partir de là, je sais plus. Je suis un écrivain de rue, un pichador. Je pratique l'intervention urbaine. Je fais la guerre, pas avec des balles et des mitraillettes, mais avec des mots, comme Monsieur Bush. Je pratique le terrorisme typographique. Nos techniques, c'est du pur marketing. Je choisis toujours les coins les plus difficiles d'accès. Faire des graphes, c'est comme escalader une montagne. Une fois là-haut, on est tout seul. Si j'avais du fric, je ferais du rappel dans les cascades. Comme j'en ai pas, je grimpe sur des immeubles. La technique est la même. La seule différence, c'est que je prends des risques. Je peux me faire arrêter, je peux tomber. C'est l'endroit le plus pollué de Sao Paulo. Bienvenue dans ma galerie. Ce graffiti date d'une époque très noire de ma vie. Je touchais le fond. J'étais hyper déprimé, toujours attiré par les ambiances glauques. C'est comme ça que je me suis mis à graffer dans les endroits les plus sordides que je trouvais. J'étais tellement mal que je me disais, quitte à m'enfoncer, autant aller jusqu'au bout, littéralement. Dans mon travail, l'esthétique n'est pas très importante. Moins importante que le concept. Ce graffiti avec sa couleur bleue, qui pour moi symbolise la vie, eh ben, il sera ici à jamais. Avec toute sa puissance, sa force de guérison. Regarde tous ces cafards, tous ces déchets. C'est la vie qui est là, avec ses contrastes. Je fais pas ça pour marcher dans la merde des autres, ni pour m'enfermer dans un endroit oppressant qui pue. J'ai pas fait ça pour que les gens le voient, mais parce que c'est ma vie. J'ai fait ma thérapie ici, j'ai trouvé la paix. Un jour que je marchais dans ces galeries, j'ai entendu des chiots aboyer. J'étais super étonné. J'ai continué à avancer et j'ai senti une odeur de feu, de cuisine. Et une centaine de mètres plus loin, je suis tombé sur toute une famille. Voir ces gens vivre dans un endroit pareil, rempli de cafards, de rats, de microbes, ça m'a bouleversé. Teresa! Antonio! Antonio, mon ami. Antonio habite ici depuis 4 ans. Son fils a disparu il y a 1 mois. Et je l'aide à distribuer des avis de recherche. En vivant ici, on est plus indépendant. Si je vous disais que c'est un endroit sûr, je mentirais. Et on a beau essayer de nettoyer toute cette crasse, on n'y arrive jamais. Hein, Zezinho? C'est loin d'être un coin merveilleux. J'admire le travail de Zé. Vous savez quoi? Pour moi, Zé, c'est un héros. Il est intelligent. Il en a là-dedans. Il se bat, comme moi. Grâce à Dieu. Il va jusqu'au bout. Il a foi en lui. Grâce à Dieu. Je suis conscient de l'importance de mon travail pour la ville. De sa puissance. Il a une telle force qu'un jour, grâce à lui, je vais pouvoir sortir ces gens d'ici.
Quand on parle de la rue, de la ville, il faut élargir sa vision des choses. Maintenant, quand je bosse là-haut, à la surface, je veux plus graffer les murs. Je graffe le sol. Je pars du sol et je remonte le long d'un poteau, d'une cabine téléphonique. Ces graffitis que je peins ici, dans cet endroit misérable de Sao Paulo, c'est mon cadeau à la ville. Il y a quelque temps déjà, je me suis posé la question de savoir si peindre des graffitis, c'était bien ou mal. Comme je connaissais un moine, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a répondu, « Dis-toi juste qu'il y a deux yeux dans ton dos qui observent ce que tu fais. Les yeux de Bouddha. Si on fait quelque chose dont on n'a pas honte, alors pourquoi ne pas continuer ?» Si j'avais pas découvert le graffiti, je serais peut-être morte aujourd'hui. J'ai fait n'importe quoi de ma vie jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, j'ai fini par me rendre compte que j'avais besoin d'accomplir quelque chose. J'étais en train de feuilleter un magazine quand je suis tombée sur un article consacré à l'art du graffiti. Et tout de suite, je me suis dit, « Waouh, c'est ça !» Los Angeles, youngest giant of American cities. A city that began as a sleepy pueblo in 1781 and has grown into one of the largest and most spectacular communities in the world. In the shadow of the City Hall is Alvarez Street, birthplace of Los Angeles. Dans les années 1920, sur Olvera Street, les petits cireurs de chaussures écrivaient leur nom avec leur tampon au coin de la rue pour marquer leur territoire. À l'époque des Azous, au début des années 40, sont apparus les premiers placas, c'est-à-dire le nom des membres du gang, alignés les uns au-dessous des autres, écrits en caractère Old English. Le Old English était réservé aux documents très importants. La lettre d'incorporation pour le Vietnam, les diplômes, les gros titres du Los Angeles Times. Pour nous, c'était une façon d'annoncer qui nous étions, combien et quelles rues on contrôlait. Ici, c'est notre frontière, notre culture. Puis, dans les années 50, grâce à la bombe à peinture, les placas sont explosés dans tout le quartier. Je m'appelle Tribe. Je suis graffeuse et aussi DJ sous le nom de DJ Lady Tribe. Je suis mannequin aussi et j'ai fait un album. Mon truc, c'est les belles voitures, les lowriders et les vrais gangsters. Mon frère T, c'est le roi du crew. Et moi, je suis la reine du Tikeo. C'est cool parce que ça me donne un certain contrôle. Si j'aime pas une meuf, elle dégage. Quand ça part en vrille,
Faites gaffe. Ceux qui m'emmerdent emmerdent tout le crew. C'est ça le style de vie d'LA, du TKO. Ça veut dire que nous, on a du cran. Franchement, j'ai plus besoin d'aller taguer dans les rues, j'ai fait mes preuves. J'ai escaladé des panneaux d'affichage. Je me suis fait courser par les flics à 4 heures du mat. Je suis tombée sur des clodos. Le graphe m'a fait faire des trucs que j'aurais jamais imaginés. Aujourd'hui, j'ai peur de rien. Quand tu tagues le long de l'autoroute et que tu vois un super emplacement, tu te fous des flics, tu te fous d'aller en prison, tu y vas. Je respecte tous ceux qui continuent de taguer dans la rue. Mais dans ma situation, vu que je risque d'être expulsée, j'aime autant éviter. Je peins sur les endroits autorisés et je bosse comme DJ. Comme ça, j'irai pas en tôle. Ça se fait pas. On tague jamais la maison de quelqu'un. Le crétin qui a fait ça chez moi s'imaginait qu'il allait nous brancher. Qu'est-ce qui s'est pris? Quand j'ai eu l'idée de ce symbole, c'était lié au mouvement Chicano, initié par César Chavez. C'était une déclaration artistique politique sur mon identité au sein de mon propre quartier. Si j'ai inventé ce personnage, c'est parce que dans les années 60, les films qui marchaient étaient des trucs du style Superfly, avec les chapeaux immenses et les cols en fourrure. J'ai aussi été influencé par la fête des morts mexicaine qui célèbre la vie, d'où le grand sourire du personnage. Et il y a aussi une allusion aux zouaves des feuilles à rouler zigzag. J'ai mélangé tous ces symboles de l'art populaire et ça a donné ça. En quelques années, les gangs l'ont adopté. Et aujourd'hui, plus de 35 ans plus tard, il y a plus d'1 millier de détenus en prison, des membres du gang Avenues, la mafia mexicaine, qui se sont fait tatouer ce symbole sur le cou, sur le ventre, sur la jambe ou sur le dos. Ils s'imaginent que s'ils se font descendre pendant une guerre des gangs, du moment qu'ils arborent Seigneur Suerte, Monsieur Chance, ils ne mourront pas. Ça fait partie de leur héritage culturel. Los Angeles est une ville gigantesque et tentaculaire. On peut taguer comme des malades. Personne ne le voit vraiment. Ici, les gens ne marchent pas. Ils prennent leur voiture, se garent, font 2 pâtés de maison à pied, remontent en voiture et repartent jusqu'à l'arrêt suivant. L'idée, c'est de faire de grands panneaux qui attirent leur regard et qu'on remarque même en voiture. Les gens qui taguent croient qu'ils ont le droit d'écrire leur nom n'importe où. Mais ça, c'est l'anarchie. LA est une ville en pleine décadence. Elle est hideuse. Il y a toutes les nuances du beige au gris, c'est moche à chier. Alors quel mal il y a à décorer cet espace ou à s'en servir pour s'exprimer? C'est la première fois que des jeunes sont en mesure de transformer l'environnement qu'ils ont sous les yeux. Si vous demandez à une personne lambda ce qu'il y a à l'angle de Fountain et Sunset, elle vous répondra probablement un Tunks Donut, un fleuriste et un McDonald's. Alors qu'un graffeur vous fera une réponse complètement différente. Il sait que le Tunks Donut est là, mais son repère à lui, ce sera le distributeur de journaux. Si vous taguez là, ça restera. Quand on regarde l'espace autrement, les textures deviennent plus vivantes. Il y a autre chose que la signalisation et des lieux de consommation. On peut interagir avec l'endroit, le toucher. De toute évidence, la nuit est à eux. C'est quasiment l'heure des taggeurs. Si au moins on plaçait un soldat de la garde nationale à tous les coins de rue dès la nuit tombée, ça réglerait en partie le problème. Je m'appelle Shepard Fairey, je suis graphiste et graffeur. J'ai créé une ligne de vêtements, un magazine, je dirige une galerie, tout ce qui est au point de rencontre de ces univers. L'autocollant André le Géant a une bande de potes est né par hasard.
La nuit où je l'ai conçu, un ami m'a dit « Apprends-moi à faire un pochoir ». En feuilletant le journal, je suis tombé sur une pub pour un match de catch, avec la photo d'André le Géant. Et je lui ai dit « Tiens, essaye avec celle-ci ». Pas question, c'est ridicule. Ça m'a fait réagir. Ma petite bande de copains skateboarders se croyait tellement cool. Et je me suis dit, fini la Team Shed. C'est la bande d'André qui est branchée. Si vous regardez bien, le dessin est très grossier, comme bâclé. Mais en même temps, l'équilibre entre le noir et le blanc, l'image, la formule, l'écriture, l'ensemble a un certain charme. J'ai eu un pot phénoménal avec ce truc. Si on m'avait demandé de créer un personnage qui tienne la route pendant 15 ans, j'aurais jamais choisi celui-là. Mais plus je l'affichais, plus les réactions étaient nombreuses. J'ai exploité le fait que personne ne veut être le dernier à suivre un mouvement. Et que plus on accorde du pouvoir à une chose, plus elle en a. C'est un mécanisme qui me fascine. Et très vite, j'ai voulu voir les résultats. J'ai eu le sentiment que ce visage signifiait déjà beaucoup. Et que je devais en faire une marque de fabrique et le transformer en lui donnant une connotation plus et je l'ai simplifié pour aboutir au visage symbole. Obey, obéissez, ça vient du film de John Carpenter, Invasion Los Angeles, où le personnage principal est incarné par Roddy Piper, lui-même catcheur. À un moment, il met des lunettes de soleil, le monde lui apparaît en noir et blanc, et sur tous les panneaux publicitaires, au lieu de lire « Vacances à Tahiti », etc., il lit « Consommez »,« Dormez »,« Regardez la télévision »,« Obéissez ». Partout dans les rues, on vous balance des messages à la figure. La ville vous submerge de stimuli visuels et de pubs qui vous agressent. Il y a des panneaux publicitaires Clear Channel partout, parce qu'ils ont les moyens. Tout ça, c'est de la pollution visuelle. Et c'est ancré si profondément dans notre subconscient qu'on s'en rend même plus compte. Je marche dans la rue, je vois une pub géante avec une femme superbe. Et c'est comme si on me violait. Il se produit une réaction chimique dans mon corps. C'est une perte d'énergie parce que je mets parfois une demi-journée à me débarrasser d'une image, alors que j'avais rien demandé. On t'offre ce qu'il y a de mieux. Tu seras le plus beau, t'auras la fille la plus cool. Je trouve ce genre de discours bien plus dérangeant ou agressif qu'un tag. Avec la télévision, c'est donnant-donnant. La télé, vous pouvez l'éteindre quand vous voulez. On vous apporte un contenu et en échange, vous regardez nos pubs. Mais on n'a pas conclu de marché avec les panneaux publicitaires. Ce sont des déchets visuels qui ne nous apportent rien. Alors, quand je leur donne un côté humoristique, ça rééquilibre les choses. En fait, j'ai commencé parce que, à New York, il y avait les rames de métro. Mais quand je me suis retrouvé coincé au Texas, il n'y avait pas de métro. Mais il y avait des millions de panneaux publicitaires. Tous les 2 ans, j'essaie de faire les choses dans la légalité. J'étais à Toronto et j'ai voulu créer un panneau qui disait « Soutenez le divorce, cette grande institution hétérosexuelle ». C'était en plein débat sur le mariage gay. On m'a dit « Jamais vous n'afficherez ce message sur nos panneaux. Si vous vous écartez de leur ligne politique, ils refusent de vous en louer ». Depuis la fin des années 1980-90, les publicitaires emploient les mêmes tactiques que les graffeurs. Il faut bien se rendre compte que les premiers taggers à New York qui pratiquaient l'ego-marketing étaient très en avance sur leur époque. Par exemple, regardez leur idée d'utiliser les transports en commun pour faire leur propre pub. C'était des visionnaires, et d'une certaine façon, ça fait peur. Les publicitaires essaient sans arrêt de rattraper la rue. Et comme le graffiti est sa représentation visuelle, voilà qu'ils se demandent comment l'exploiter. Le graffiti est entré dans l'imagerie populaire par le biais du merchandising, des jeux vidéo et des affiches de cinéma. Il faut bien manger. Il faut bien vivre.
on ne voulait pas travailler dans une banque, dans un bureau. Il n'y a rien de mieux que de gagner sa vie grâce à son talent. On a bossé pour tellement de marques, tellement d'entreprises que maintenant on peut se permettre de refuser un boulot ou d'imposer notre façon de faire. Parmi les jeunes, il y a une population nouvelle qui tague pour la promotion que ça peut représenter. Aujourd'hui, dans ce milieu, on entend « faut que ça paye ». Je voudrais signer des chaussures, jouer dans des films sur le graphe, passer à la télé, à la radio. Ouais, je veux aller le plus loin possible là-dedans. Gagner du fric avec le graphe. Est-ce que l'art urbain rentre dans le rang? Les codes esthétiques qui lui sont associés peut-être, mais pas l'art urbain en lui-même. Il n'y a que très peu de gens aujourd'hui qui font de l'art urbain, qui prennent le risque d'être arrêtés, d'avoir une amende, de voir leur travail recouvert par celui d'autres artistes ou par des citoyens bien pensants. Ça demande de la constance et de la persévérance. La plupart des artistes ne risquent pas leur vie en se balançant sur une corniche de 20 cm de large, 6 étages au-dessus de l'autoroute, uniquement pour peindre un graphe. La plupart ne se prendront pas une balle dans la tête pendant qu'ils sont en train de taguer. C'est un sport de contact, un mode de vie. C'est pire que la pire des drogues. Il n'y a pas de cure de désintox contre ça. C'est une drogue. On dit que c'est une drogue et c'est vrai. Un truc à vous rendre dingue. C'est pas pour tout le monde. Ceux qui achètent un jean décoré d'un tag ou un t-shirt avec un logo façon graffiti ne savent pas comment ça se passe réellement dans la rue. Il y a des gens qui vivent et qui meurent pour cette culture. J'insiste, qui meurent en réalisant un graphe. Stem One a eu les 2 jambes coupées. Il est tombé sur la voie entre les rames et il a eu les 2 jambes sectionnées. Il est mort. Le suivant, ça a été un type du nom de Solid, le frère de Bot 707, un ami très proche. Lui, il est tombé entre 2 wagons au moment où le train repartait. Il a atterri entre le quai et le train qu'il a fait tourner sur lui-même, comme ça, et lui a cassé toutes les côtes. On finit par s'habituer aux enterrements, on se dit, qu'est-ce qu'on y peut? L'espace, c'est une matière première. Nous vivons dans une société capitaliste. Ce sont les gens qui ont les fonds qui mettent la main sur le plus d'espace. Il y a beaucoup de choses qui m'agressent dans les rues de mon quartier. En ce moment, on construit un tas d'immeubles moches qui dominent tout l'horizon. Et quand je marche dans la ville, ça me fait vraiment chier. Je vois pas le soleil, mais par contre, je vois des immeubles moches. Les tags, c'est un vrai problème. Ils enlaidissent la ville. Mais les sociétés qui construisent ces grandes tours, elles violent l'espace public. Est-ce qu'ils demandent aux gens de quelle couleur aimeriez-vous qu'on peigne cet immeuble? Non. Le propriétaire peut faire ce qu'il veut et vous le balancez à la figure. Ça marche dans les 2 sens. On veut pas de vos graffitis, moi je veux pas de votre mur. Le corps, ou surtout les yeux, ne sont pas faits pour regarder des lignes droites. Il y en a que dans l'architecture, pas dans la nature. Ça rend malade. La ville crée un vide spirituel et social. Mais le graphe permet de combler ce vide par de la beauté. Voilà une question que toutes les villes du monde doivent se poser, si elles ne le font pas déjà. À qui appartient l'espace public? Si j'arrivais chez vous et que je taguais votre maison, est-ce que vous sortiriez en disant « Oh, c'est de l'art. Je suis ravi que ce garçon ait décidé de redécorer ma façade. » Mais j'ai 38 ans. Si vous m'aviez posé la question quand j'en avais 16, j'aurais pas répondu ça. J'écris jamais sur les maisons des gens, jamais sur les églises ou les écoles. Ça sert à rien. Pourquoi faire chier les gens? Pourquoi détruire leur espace personnel? Moi, j'ai même pas envie qu'on vienne frapper à ma porte. Autant dire que j'aimerais pas qu'on tague ma putain de baraque. Je trouve que c'est... Je peux être grossier? C'est à chier.
La démocratie n'existe pas sans espace public. À quoi bon avoir un concept ou une idée si on ne peut pas les faire connaître? Il faudrait qu'on fasse les beaux-arts et qu'on accroche nos œuvres uniquement là où on nous le dit. Si personne ne se rebellait, on stagnerait. D'après ce qu'on m'a appris, le fondement de l'Amérique, c'était la rébellion. Il suffit de taper du pied, de dire « fini ». On va prendre les choses en main et on peindra partout si on en a envie. C'est comme si on était un super-héros. On se faufile dans les rues la nuit, quand tout le monde est bien au chaud dans son lit. C'est très important pour les jeunes. Dans le métro, il y a des tags. Idem sur les bus. C'est vivant, ça me parle, là, maintenant. Écrivez sur les biens publics. C'est là-dessus qu'il faut écrire. Les autoroutes, les bus, les trains. Tout ce qui est public est payé avec nos impôts. Bombez-les. Allez-y. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على